Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et jusqu'à 14h, nous sommes avec Harold Bernat, professeur de philosophie à Bordeaux et auteur notamment de l'oraison funèbre de la classe de philosophie et puis aussi de la défaite de la majorité pour laquelle nous vous avions reçu il y a quelques mois aux éditions Atlantiques déchaînées. Et puis également Jean-Paul Briguelli, agrégé de lettres modernes et auteur de La fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire aux éditions de l'Archipel. Et puis nous posons cette question, l'école est-elle devenue une machine à fabriquer des crétins, des bons petits soldats, voire les deux? Bonjour messieurs. Bonjour Jean-Paul Briguelli et bonjour Harold Bernat. Bonjour, on est toujours heureux de vous recevoir. Et effectivement, le bac a eu lieu avec toujours le même cortège d'interrogations. Et justement, je voudrais demander à vous deux. En fait, on va parler surtout de l'école et on va parler de ce qui se passe. Et je voudrais commencer par vous, Jean-Paul Briguelli. Est-ce que vous avez vu que la proportion de réussite au bac que l'on voulait de 100% ou presque de 98% a baissé cette année? Elle est à un peu plus de 80%. C'est un échec ou une réussite par rapport à... On sait ce que vous dites sur la fabrique du crétin. Alors, ça vient après 2 années fastes où il n'y a pas eu de bac pratiquement. C'est un peu comme après 68. Vous savez, en 68, le taux de réussite est monté à 80% d'un coup. Et puis, l'année suivante, il est redescendu à 65%. Oui. Bon, là, c'est pareil, on était à 96% parce que c'était plus que du contrôle continu. C'était une parodie d'examen à cause du confinement, etc. Oui. On revient à des taux normaux, mais enfin, il va falloir on va parler chiffres 3 secondes, si vous voulez, André Berkov. Oui, bien sûr. Dans une commission de bac lundi dernier à Marseille, 203 dossiers sont examinés. En tout et pour tout, il y en a 8 qui ont été recalés, définitivement recalés, et 12 envoyés au second tour, ce qui va se passer jeudi, enfin demain. C'est-à-dire qu'il y en a 2,5% qui sont recalés. Quant aux 12 qui passent au second tour, croyez-moi sur parole, ils vont tous l'avoir. D'accord. C'est-à-dire qu'on est dans un examen qui a le choix, si vous voulez, au niveau de sa réussite, entre un applaudissement stalinien ou un applaudissement nord-coréen. Vous voyez, on en est à une nuance qui est devenue intéressante, oui, absolument. Alors, non, mais ce sont des chiffres, c'est vrai, qui bon à évoquer, à méditer. Harold Bernat, pour vous, alors, ce bac, en fait, est-ce que ça signifie encore quelque chose, très franchement, ou pas? Je crois que, bonjour à tous. Je crois que Jean-Paul Briguelli a dit l'essentiel très rapidement. On va pas s'apesantir voilà sur les chiffres. Les chiffres ils sont connus. On était à 95% de réussite l'année dernière, hein, donc c'est des scores. On attend le 102%, hein, ce qui sera le plafond de verre. Non, les chiffres sont incroyables, mais surtout ce qu'il faut bien dire, c'est que tout est joué. En réalité, tout est joué. Parcoursup est passé par là, c'est une sorte de validation d'un certificat de scolarité et rien de plus. Et ça, il faut le dire, le bac n'est plus. Voilà, il faut arrêter de parler du baccalauréat comme un diplôme obtenu à la fin des études secondaires. C'est un diplôme qui n'existe plus et qui a été transformé par une validation administrative automatique, par la division des examens et des concours, hein, par la DEC qui d'ailleurs joue de façon tout à fait obscure des moyennes. Très rapidement, moi en tant que professeur de philosophie, j'ai toujours corrigé le baccalauréat, hein, ça fait 22 ans. Oui. On a depuis 2-3 ans des directives très explicites sur la moyenne. Il faut qu'on ait la moyenne. Voilà. Ah, il faut avoir la moyenne. On vous le demande. On vous l'exige. Ouais. L'inspection régionale et les doyens de l'inspection font passer des circulaires dans ce sens. C'est-à-dire qu'il faut avoir la moyenne. Alors la philosophie résistait à ça jusqu'à il y a 2-3 ans. Ouais. Mais maintenant c'est terminé. Il faut avoir la moyenne. Alors, il faut mesurer très rapidement l'absurdité du dispositif, hein, puisque moi j'ai corrigé des tas de copies cette année. Il y avait un tas qui était d'ailleurs assez bon. Bon, je pense que j'ai dû tomber sur un lycée favorisé de centre-ville à Bordeaux. Des collègues ont eu des tas nettement moins bons, mais sur un tas de 100 copies ou 90 copies, ça ne veut strictement rien dire de mettre comme une sorte d'oukase 10 à tout le monde ou 11. Ça n'a aucun sens. Ouais, ça n'a aucun sens. Donc on crée artificiellement des résultats et ensuite, évidemment, on s'honore de ces résultats dans une artificialité totale. Mais je pense qu'une fois que ça est dit, il faut aller évidemment plus au fond des choses. Hein. Pourquoi on est arrivé là ? On va y aller juste après les informations. On va prendre tout le
temps de le faire avec vous deux. Le professeur, enfin, que vous avez été professeur agrégé de lettres modernes, vous êtes professeur de littérature de lettres modernes, Jean-Paul Brigelli. Est-ce que vous aussi, il y a eu des injonctions comme ça, disant attendez, attention, faites attention aux notes que vous donnez, ou pas? Les premières injonctions étaient orales et datées d'il y a 15 ans. Ah oui. Je ne vous parle pas de 15 à 20 ans. Oui. Actuellement, elles sont écrites, elles sont surveillées, et grâce au logiciel Santorin, les correcteurs ont en temps réel la moyenne qu'ils mettent, la moyenne de leur académie, la moyenne française, en sachant que le logiciel, de toute façon, rajoutera 1 ou 2 points si jamais ils ne sont pas dans les clous. Un dernier point que vous ne savez pas, André Berkoff, c'est que on peut très bien ne pas aller à une épreuve, par exemple de philo, et avoir le bac. Dans la commission que j'évoquais à l'instant, il y a un élève qui a eu le bac avec 10,6 de moyenne, sans être allé en français fin première, ni en philo en terminale. Mais comment cela se fait, comme on dit? Ce n'est plus éliminatoire, et grâce aux notes de spécialité et d'options, etc., vous pouvez très bien y arriver. Je rappelle que dans les options, vous avez par exemple à Saint-Tropez une option pétanque et à Biarritz une option surf. Ah ben voilà, largement la philo, enfin, ça va de soi. Oui, mais bien sûr. Non, mais j'ai raté ma vocation. J'aurais dû être agrégé de pétanque. Ça aurait été un grand moment de l'histoire humaine. Merci, on se retrouve avec vous deux et de façon passionnante après les informations. À tout de suite. Et pour ceux qui ne sont pas en train de surfer sur la côte ouest, vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Oui, nous n'allons pas dégraisser le mammouth. Nous allons l'ébrécher et l'attaquer, parce qu'il le mérite, avec Jean-Paul Brigelli, professeur agrégé de lettres modernes, auteur de plusieurs livres, dont la célèbre, désormais célèbre Fabrique du crétin, vers l'apocalypse scolaire, et avec Harold Bernard, professeur de philosophie au lycée Montesquieu à Bordeaux, avec lui aussi plusieurs livres, La défaite de la majorité et L'oraison funèbre de la classe de philosophie. Alors, parlons un peu effectivement du mammouth, messieurs. Au fond, c'est intéressant. Le procès se tient depuis des années. Vous l'avez tenu depuis quelque temps avec brio, Jean-Paul Brigelli. Vous aussi, Harold Bernard, à votre manière. Mais au fond, on a l'impression, et on a l'impression d'ailleurs comme beaucoup d'autres choses qui se passent dans notre cher et nos pays, qu'on a beau, et des gens qui connaissent la musique ici, qui savent ce dont ils parlent, on a beau vitupérer, je veux dire, accuser, dire où sont les mots, MAUX, et ben, on a l'impression que ça ne change rien. Pourquoi, Jean-Paul Brigelli? J'ai essayé d'expliquer dans mon dernier livre, on ne change rien parce que le système a voulu ce qui se passe et le veut toujours. C'est-à-dire que pour le néolibéralisme, l'école marche bien. Elle fabrique 90% d'incultes qui seront des consommateurs, c'est un joli mot qui commence bien, et 10% d'une classe politique qui s'auto-perpétue et qui prétend à la réfection de l'élite en permanence. C'est un système totalement bloqué, par ailleurs a comme effet secondaire d'annihiler tout sentiment national, d'annihiler l'histoire nationale et de faire de nous des bons Européens bien tranquilles. Contrairement à ce que croient les gens, l'école fonctionne. Elle fonctionne bien, simplement on se trompe sur ses objectifs. Ces objectifs ne consistent pas à enseigner des connaissances, à transmettre des savoirs et surtout pas à former des citoyens, elle consiste à faire des conformistes. Oui, vous voulez dire qu'au lieu de fabriquer de nouvelles élites, parce qu'il faut des élites, ils fabriquent, comme vous le dites, vous, des crétins. Harold Bernard, est-ce que vous partagez cette opinion ou effectivement, en fait, cette fonction de l'école, ce système, il perdure parce qu'on a envie de le faire perdurer, ou pas? Je partage la prémisse complètement. Un système qui fonctionne, il fonctionne parce qu'il y a des intérêts à ce qu'il fonctionne de la façon qui est la sienne. Il faut quand même revenir aux fondamentaux. Lorsque on passe un concours de recrutement de la fonction publique, on rentre dans une institution, mais avant tout, on
on associe deux choses. On associe l'institution publique et le savoir. Jean-Claude Milner le disait au début des années 80. L'école, c'est quatre choses. C'est le savoir, c'est la transmission des savoirs, c'est des spécialistes pour transmettre ce savoir, et c'est une institution qui garantit la légitimité du dispositif dans son ensemble. Moi, ce que j'ai constaté depuis 22 ans, c'est que le savoir n'est plus en odeur de sainteté à l'école. On a voulu faire jouer à l'école autre chose. Alors on peut faire en sorte que l'école rende les gens heureux. On peut faire en sorte que l'école leur apprenne à fabriquer des CV ou à se vendre sur le marché du travail. Mais moi, je ne suis pas rentré dans la fonction publique et dans mon rôle aussi d'intellectuel et d'enseignant, parce que je ne dissocie absolument pas les deux, rapport au savoir, pour former des gens à une adaptation qui n'est pas du tout celle de la formation, justement, et de l'exigence au savoir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut quand même le dire, l'excellence qui est visée par quelqu'un dans son domaine, on n'est pas tous excellents au même endroit, bien sûr, ne prive personne. Voilà. C'est-à-dire que l'institution publique doit pouvoir donner à chacun les moyens d'exceller dans son domaine. Et ça ne prive personne. Moi, j'ai eu des classes où il était tabou de réussir, où des élèves de catégorie sociale populaire se cachaient de réussir. Mais pardon, Harold Bernard, qui disait qu'il était tabou de réussir? Comment ça? Mais il est tabou de réussir parce que, en fait, l'égalité, si vous voulez, imposée, et c'est aussi le problème du baccalauréat, c'est-à-dire que celui qui met en avant le savoir, forcément, il combat l'ignorance. L'ignorance n'est utile à personne. Quand je vois la réforme aujourd'hui des lycées professionnels, où on dénude encore une fois le savoir, où on professionnalise à tout crin, et on affirme une chose, le néolibéralisme le dit, au fond, l'ignorance est utile. Moi, je pense que l'ignorance est utile à personne. Voilà. Et à partir du moment où on a enlevé ça, où on a enlevé le savoir et les disciplines, et ça, on y reviendra, mais c'est la fin des années 80, début des années 90, moi je vois le tournant en 1989 à peu près, avec le socle de compétences qui a ensuite été approfondi courant des années 2000. À partir du moment où on a fait ça, on a estimé que pour démocratiser, voilà, pour plus d'égalité, dans une parfaite démagogie et un parfait cynisme, il fallait s'attaquer au savoir et aux disciplines. Et à partir de là, on a fait jouer à l'école autre chose que ce qu'elle peut, parce qu'il faut juste le dire, l'école ne peut pas tout, mais elle n'est pas rien. Et on fait jouer aujourd'hui à l'école une fonction qu'elle ne peut plus tenir. La transmission du savoir, c'est le moins que je puisse dire, n'est pas rien. Et justement, Jean-Paul Briguelli et vous aussi, Harold Bernard, mais je voudrais faire réagir le professeur de lettres. Vous avez vu ce qui est arrivé à la romancière Sylvie Germain. C'est un exemple parmi d'autres. Donc, au bac, on avait présenté un texte de son roman Jour de colère, paru chez Gallimard, enfin peu importe. Et elle s'est pris un torrent d'insultes, mais alors vraiment, on en a parlé dans l'émission, on a vu les tweets et les mails envoyés, un torrent d'insultes visant presque aux menaces, enfin bon, parce que le texte trop difficile, et Sylvie Germain a dit ceci, et je voudrais... Jean-Paul Briguelli, vous dites ce que vous en pensez. Et Sylvie Germain a dit « Je reste dubitative, ces textes ne présentent pas de difficultés, ils n'ont rien d'hermétique. Faudrait-il désormais proposer au bac des extraits de livres pour enfants? Et ensuite, au bac de philosophie, que feront-ils devant un texte de Platon, Kant ou Sartre? Faut-il baisser les bras à mesure que baisse le niveau de certains élèves? Jusqu'où ira-t-on dans la facilité, dans la médiocrité ?» Jean-Paul Briguelli. C'est vrai qu'il y a eu ça, là, il y a quelques jours, quelques semaines, et c'était hallucinant, le nombre, en tout cas, de mails et de tweets de colère, presque de haine. Alors, il se trouve que j'ai réagi tout de suite dans un article sur Causeur FR, sur faut-il brûler Sylvie Germain? Réponse oui, parce qu'elle a offensé les imbéciles, et ils sont nombreux quand même. Alors, bien sûr que le texte n'avait rien de très compliqué. D'ailleurs, il y avait même 2 notes mises par l'inspection générale pour expliquer 2 mots qui pouvaient être plus complexes. Il faut bien comprendre une chose, c'est que dans un texte standard, n'importe lequel, la moitié des mots sont incompréhensibles par la génération qui arrive actuellement au bac. La moitié des mots, vous dites, carrément. La moitié des mots. Ouais. Et je déconseille absolument d'utiliser des textes pour enfants, parce qu'on risquerait d'offenser avec chez Perrault les personnes de petite taille, ou je ne sais quelle pensée féministe, vous voyez. La Belle au bois dormant.
label de rebondant, il y a un viol. De la même manière, je me rappelle un jeune collègue à moi fustigeant vraiment cet insensé de Montesquieu qui ose utiliser le mot nègre dans le premier texte qui condamne explicitement l'esclavage. Enfin, je veux dire, là, ce sont même plus les élèves qui sont ignares et incompétents, mais les maîtres qu'on est en train de leur donner. Je vous rappelle que au dernier concours qui vient de se passer, plus d'un tiers des postes mis au concours n'ont pas été attribués tellement le niveau des candidats était bas. Ah oui, carrément. Voilà. Et ça, dans toutes les disciplines. Et effectivement, quand on voit dans certains manuels de philosophie, j'ose même pas appeler ça des manuels de philosophie, que vous avez Kant d'un côté et Brice Couturier de l'autre côté, moi, très franchement, je tire l'échelle parce qu'il y a une limite à la démagogie. Oui, c'est intéressant. C'est un rapport tout à fait intéressant. Mais écoutez, ça s'appelle l'objectivité de certains. C'est assez plaisant, effectivement. Harold Bernard, et c'est vrai que je ne sais pas si vous aurez ce texte de Sylvie Germain, ce qu'elle dit par exemple en philosophie, quand on va signer Kant ou Sartre, ça va faire hurler. Là, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce qui se passe? On le sait. Mais quand même, cette baisse de niveau est assez hallucinant, et je ne vous lis pas parce que c'est la radio, un test que René Chiche, le professeur René Chiche a envoyé à une copie du bac, mais je vais vous dire, chaque mot, il y a une faute d'orthographe dans chaque mot. Je dis bien dans chaque mot. C'est assez hallucinant. Harold Bernard. Je crois que si on revient très concrètement à la question politique, moi je vais sortir des grandes considérations et revenir au théâtre des opérations, et en particulier la réforme, parce qu'on est là dans un combat politique aussi. Absolument. Moi, j'ai perdu, et ça j'ai chiffré, j'ai perdu au mois de mai. Je dis pas le mois de juin, parce que là on parle de la reconquête du mois de juin, qui est d'ailleurs un serpent de mer qui revient chaque année, alors qu'on a organisé évidemment, pour des raisons d'ailleurs tout à fait administratives et voilà de gestionnaires, la démolition de la fin d'année. Mais le mois de mai, moi j'ai perdu 35 heures de cours. J'ai perdu 35 heures de cours. C'est-à-dire qu'on nous a fait faire des spécialités, les surveiller, les corriger. On nous a donné, le ministère, des heures de décharge, des demi-journées, puisqu'on achète au ministère la paix sociale en donnant des demi-journées aux fonctionnaires pour qu'ils corrigent. Comme ça, on se dit, au fond, bon, ils vont pas protester, ils prendront leur demi-journée. Donc moi, j'ai pris les demi-journées, évidemment, pour pas léser ceux qui en avaient peut-être encore plus besoin que moi. Et j'ai perdu 35 heures de cours. Il faut voir le nombre d'heures de cours que l'on perd dans une année. De l'orientation, des injonctions à faire passer, on en parlera tout à l'heure, le grand oral, des formations qui ressemblent plus d'ailleurs à de la com et du marketing, ou de la promotion de soi en groupe, que du savoir et du travail. On a peu finalement de moments, et ça je dis depuis la primaire, où finalement on se retrouve dans une séquence d'apprentissage, où on est face à un savoir qu'on doit apprendre en fait, tout simplement. Moi, je pense qu'on ne peut pas aller à l'école sans vouloir apprendre quelque chose et sans avoir le désir de le transmettre. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Depuis des siècles, ça s'appelle le premier devoir de l'école. Enfin, c'est assez. Je n'en vois pas d'autres. Je n'en vois pas d'autres. Et ceux qui font autre chose que ça, ils ne veulent pas de l'école et ils la détruisent. Mais Jean-Claude l'a très bien dit, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Le grand oral, comme Sciences Po du pauvre, où on donne 15 de moyenne à tout le monde. Moi, dans mon établissement, c'est 15 de moyenne. On forme des Démosthènes en grosse quantité. C'est extraordinaire, la réforme Pierre Mathiot. C'est du bidon, c'est de la com. Et d'ailleurs, tout le monde s'en arrange. D'ailleurs, tout est joué avant. Parcoursup est passé par là. On délivre le certificat de scolarité. Et puis après, débrouillez-vous à l'université avec un taux d'échec qui est colossal et un niveau catastrophique. Il faut bien sûr. Enfin, voilà ce que c'est que de fabriquer des Cicérons en batterie. C'est de l'élevage. On en parle tout de suite avec vous après cette toute petite pause. À tout de suite. Et on parlait de Montesquieu. Vous êtes vous-même, Harold Bernard, enseignant au lycée public Montesquieu à Bordeaux. Et puis évidemment, comme cette radio est bien faite et que c'est ici que tout se passe, ce soir, Sylvie Germain sera l'invitée de Jacques Pessis à 21h. Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et je ne suis pas le seul, comme vous le savez, dans tous mes états. Jean-Paul Briguely se porte bien, lui aussi, Harold Berna également. Ils ont beaucoup de choses à dire et ça concerne absolument tout le monde, hein. Les parents, les jeunes, parce que qu'est-ce que ce serait un pays, qu'est-ce que serait un pays, pardon, sans vraiment instruction, transmission, savoir. S'il n'y a pas ça, et évidemment j'ajoute l'esprit critique, mais ça, cela va sans dire, on va où? Et on va où, Jean-Paul Briguely, quand on entend, par exemple, je le dis parce qu'on va revenir après aux détails, mais là ce ne sont pas des considérations générales. Vous savez que les académies de Versailles et d'Amiens, notamment pour ne parler d'elles, ils trouvent plus de profs, alors ils cherchent des enseignants contractuels, niveau Bac plus 3, et ils font du job dating. Vous savez, du job dating, comme on faisait des rencontres pour Tinder ou les sites de rencontres, voilà, en 10 minutes, on reçoit et on voit si la personne est apte à enseigner ou pas. Il suffit qu'il ait Bac plus 3 et puis on lui propose un poste d'enseignement contractuel. Ça s'appelle le job dating, Jean-Paul Briguely. C'est intéressant, hein, on avance. Alors, je ne sais pas si vous-même avez rencontré la femme de votre vie en speed dating, mais c'est assez rare de façon générale. En général, il faut évaluer quelqu'un. Pour évaluer quelqu'un, il faut du temps, des moyens, de l'argent même, dans certains cas. Le job dating, ça sert juste à boucher des trous. Alors, cette année, on va avoir du mal à boucher des trous, parce qu'en plus des trous sont des failles, sont des gouffres. Hein, il va manquer des postes partout, mais absolument partout. N'oubliez pas que toute la génération du baby-boom, la mienne, oui, part à la retraite, a commencé à partir à la retraite, continue à partir à la retraite, et que c'est un peu comme en médecine, vous savez, avec le numerus clausus, oui, on n'a pas recruté les gens qu'il fallait. Il fallait le faire, bien entendu, en avance. De surcroît, la décision de masteriser les concours, c'est-à-dire que tout se passe maintenant à Bac plus 5. À Bac plus 5, pour quelqu'un qui n'a pas de moyens financiers, c'est extrêmement loin, 5 années d'études, qui ne sont pas gratuites, contrairement à ce que tout le monde a l'air de penser en France. Et enfin, il est évident que tout ce que l'on veut, c'est mettre juste un adulte face à des enfants ou à des adolescents, c'est-à-dire qu'on fait garderie. Et ça en dit long sur ce que le système attend de nous. Il attend de nous que nous ne fassions rien. Je dois dire que, en tant que prof de lettres, j'ai eu parfois de sérieuses déconvenues parce que de temps en temps, on essaie de donner la parole aux élèves. Erreur fatale, on entend à ce moment-là des horreurs. En tant que prof de philo... Excusez-moi, pas systématiquement quand même, Jean-Paul Briguely, vous avez eu quelques surprises, j'espère. Systématiquement, parce que ça part d'un tel fond d'ignorance, si vous voulez, que quand vous commentez Racine, vous ne savez pas, vous croyez qu'il s'agit d'un feuilleton américain des années 80. Vous voyez oui. Voilà. Il faut comprendre une chose, c'est que la loi de 1989, la loi Jospin, à laquelle on faisait allusion tout à l'heure, a ouvert une brèche terrible en donnant le droit à l'expression à tous les élèves. Ouais. Ils l'ont saisi, effectivement, et je peux vous assurer qu'en moyenne, ils n'ont rien à dire, mais absolument rien à dire. Mythiquement, Pythagore demandait à ses élèves, qui étaient assez bons quand même, 5 ans de silence avant d'oser poser la première bonne question. Je vous rappelle que quand vous étiez en classe, André Berkoff ou moi-même, la première chose qu'on nous disait, c'était « taisez-vous ». Taisez-vous. Taisez-vous, c'est le début de la pédagogie, c'est-à-dire taisez-vous et écoutez. Bon, écoutez, puis après, essayez de restituer ce que vous aurez écouté. C'est fini, c'est fini. Maintenant, on leur dit exprimez-vous comme les citrons. Vous voyez ? Alors, Harold Berna, vous qui êtes d'une autre génération que Jean-Paul Briguely, est-ce que effectivement, est-ce qu'il n'y a pas un équilibre à trouver entre taisez-vous, que je comprends, mais qui peut-être n'est pas la vérité absolue, et exprimez-vous, qui aussi donnerait lieu à une espèce d'orgie de non-sens. Est-ce qu'il y a un équilibre à trouver ? Est-ce qu'on peut le trouver, Harold Berna ? Alors, moi, je serais peut-être moins radical quand même. Peut-être c'est une question générationnelle. Même si je partage la prémisse. La prémisse, c'est que, et ça va pas dans le sens justement de l'autonomie, la fameuse autonomie qui est mise en avant, hein, qui est très libérale au fond. Hein. Venez comme vous êtes, exprimez-vous, faites valoir votre liberté. L'autonomie, c'est une conquête. Et l'autonomie, ça passe par l'hétéronomie.
Hétéron, c'est l'autre, et nomos, c'est la loi. C'est-à-dire qu'il faut que ça vienne du dehors. Lorsque j'apprends le russe, une langue étrangère, eh ben, j'apprends une structure, je suis confronté à une structure qui me résiste et qui n'est pas le fait de mon caprice. Voilà. Lorsque j'apprends les mathématiques, j'apprends des structures et des modèles et des formes de pensée, de raisonnement qui me préexistent et qui me survivront. Donc je m'inscris dans un cadre qui est bien sûr contraignant. Voilà, je m'inscris dans une tradition et donc je la reçois. Et là, en effet, il faut de la passivité, une passivité active intellectuellement, mais il faut absolument accepter ça. Là où je suis plus nuancé, c'est que, en effet, on assiste aussi à des transformations sociales profondes. On ne reviendra pas à l'école d'il y a 20, 30, 40, 50 ans. Ça, je ne le crois pas, parce qu'il y a des évolutions sociales. Et je vois des élèves qui peuvent être aussi très critiques, qui sont engagés aussi dans la vie. Je discutais avec une classe et lors d'une discussion politique justement sur la précarité, on parlait du travail, c'est une notion du programme de philosophie. Les élèves ne se sont pas parlé, se disaient tiens, moi je travaille chez Domino's Pizza, Uber Eats, etc. Donc il faut voir que ces élèves aussi, et c'est ainsi, ils sont plus inscrits parfois dans la vie professionnelle active. On a largement plus de la moitié des étudiants en licence qui sont au travail déjà. D'ailleurs, c'est important, ça c'est peut-être le cas avant, mais voilà. Et donc bien sûr, et donc ça c'est quelque chose de très important. Donc ils ont une conscience politique quand même aiguë. Par contre, il est certain qu'ils n'ont pas forcément les outils pour la penser. Mais juste une précision. Moi, je pense qu'il faut décentrer par rapport à la question des élèves qui sont eux-mêmes les pris aussi dans ce système-là. Qu'est-ce qu'on leur demande? Qu'est-ce qu'on demande à des élèves lorsque, en terminale, ils passent le plus clair de leur temps à remplir des CV, à être complètement pressurisés, stressés par tout ça, et ils n'ont plus le temps de la formation. Donc l'attention, elle n'est plus. On organise aussi la destruction des savoirs. On organise la destruction parce que, en fait, c'est pas ça que l'on veut. Donc il y a aussi toute une responsabilité de l'éducation nationale, du ministère, qui produit ça. C'est trop facile après de jeter la faute sur les élèves, parce que les élèves, ils font ce qu'ils peuvent. Moi, aujourd'hui, je n'aimerais pas être élève en classe de terminale. C'est juste horrible. Mais c'est juste horrible, en fait. Je ne parle même pas du Covid et je ne parle même pas des maltraitances diverses et variées, hallucinantes, en fait, qui ont frappé les élèves. Je ne parle même pas de ça. Parce que ça, alors, si on rajoute ça par-dessus, c'est carrément l'enfer, en fait. Donc, moi, je n'aimerais pas aujourd'hui être élève en terminale. C'est vrai, Harold Bernard, mais ce qui est vrai aussi, moi, je compare, encore une fois, on ne va pas, c'est pas une querelle de génération là-dedans. Je compare, vous savez, je regardais à la télévision, il y a des reportages sur les générations qui avaient 10 ans, 20 ans, 15 ans, 20 ans, dans les années même 70. Je ne parle même pas des années 50, 60, 70 et compagnie. La manière dont ils s'expriment, je dis même pas le français châtié, mais la manière dont ils s'expriment n'a rien à voir avec la manière dont s'expriment un certain nombre de gens aujourd'hui. Et et on parle des gens, attention, de la petite bourgeoisie, etc., du peuple. Je parle pas des, vous voyez. Bien sûr, mais ça, c'est pas propre à l'école. Lisez les articles de Jaurès dans la Dépêche au début du XXe siècle. Il faut voir comment le journalisme aussi, il faut voir le niveau dans les écoles de journalisme. Il faut voir ce qui se passe à la télévision, les médias. Il y a quand même un effondrement qui est global. On peut pas faire taper sur l'école et dire c'est l'école. Non, il y a un glissement. Mais est-ce que l'école n'est pas responsable aussi de cet effondrement généralisé? À voir. Mais si, je pense qu'il participe de ça. Mais il suffit, regardez, je l'ai sous les yeux. Il suffit de lire les recommandations du Parlement européen et du Conseil de l'Europe, 18 décembre 2006, sur les compétences clés pour l'éducation tout au long de la vie. Il ne s'agit pas des savoirs. Il s'agit, je cite le texte, donc 2006, communication en langue étrangère, des compétences de base, pour pouvoir faire quelques additions, apprendre à apprendre, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, esprit d'initiative et d'entreprise, avec un seul objectif, c'est s'inscrire dans un marché compétitif où il s'agit d'investir dans les ressources humaines. Eh bien oui, le marché, c'est important. Le marché, donc à partir du moment où on a fait rentrer le marché dans l'institution publique et dans l'école, on a détruit en effet l'école, ça c'est certain. Et tant qu'on met pas des étés très stricts pour séparer les deux, on s'en sortira pas. Oui, effectivement. En même temps, voilà comment ces élèves vont trouver du travail. Enfin, on en parle tout de suite. On est toujours avec vous pendant une demi-heure encore avec les auditeurs de Sud Radio. Et on a envie d'en parler encore 2 heures, mais il nous reste une demi-heure et vous nous appelez au 826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous allons dans le Puy-de-Dôme avec Lucie qui nous appelle. Bonjour Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour.
Allô, vous m'entendez Très bien, Oui, Lucie. bonjour. Merci de me prendre. Merci, Monsieur Berkoff, pour vos émissions. Voilà, je suis très contente. Je voulais intervenir parce que j'ai eu une petite expérience avec une collègue de travail concernant les sujets du jour avec vos deux invités. C'est passionnant. Oui. Et je voulais savoir un peu quelle était leur expérience avec les parents, parce que moi j'étais choquée, je vais vous raconter. J'ai une collègue qui a deux enfants qui sont à l'école et qui me racontait assez fièrement qu'ils s'intéressaient au réchauffement climatique, voilà, bon, très bien, et qu'ils avaient passé un certain nombre d'heures à apprendre à l'école à trier les déchets. Oui. Et alors moi, à titre personnel, franchement, sur le moment, ça m'a un peu choquée parce que je me suis dit, est-ce que vraiment on peut se permettre de passer du temps à leur apprendre à trier les déchets? À l'école, oui, à l'école. Enfin voilà, je veux dire, en dehors de l'école, il n'y a pas de souci. Enfin, est-ce qu'on peut résumer ça au réchauffement climatique et aux problématiques qui sont engendrées? Et la réaction de ma collègue a été assez virulente. Je me suis fait traiter de complotiste, qu'il fallait bien faire quelque chose. Enfin, le dialogue était assez virulent, assez virulent. Ouais. Et je me suis vraiment demandé si c'était si c'était moi qui délirais ou si c'était moi qui avais raison de me poser la question, si c'était vraiment l'endroit, si tout était parfait au niveau du niveau scolaire, je comprendrais, mais voilà, donc, et j'ai constaté ça plusieurs fois avec les parents, donc je voulais savoir auprès de vos invités si on n'est pas foutu, parce que les parents, si eux ne se rendent pas compte un petit peu, et qu'on peut même pas en discuter en plus, hein, c'est-à-dire que complotiste, c'est la première fois de ma vie qu'on m'a traité de complotiste. Ah ben ça c'est elle. Très bien Lucie, justement, Jean-Paul Briguelli, c'est intéressant, vous, d'abord vos relations avec les parents, mais par exemple, là, c'est vrai, est-ce que le tri des déchets devrait être prioritaire dans l'enseignement et dans la transmission du savoir? Mais pourquoi pas? Depuis le début des années 1990, on a chargé les emplois du temps de toutes sortes de sujets qui n'avaient rien à voir avec l'instruction. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le renversement instruction-éducation. Vous savez, l'appellation ministère de l'Éducation, ça date, hein, c'est 1932, c'est le cartel des gauches. Ouais. Bon, c'est la gauche qui a imposé ça. C'est le camp du bien, si je peux dire, qui a imposé aussi bien la fonction d'éducation. Nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes là pour instruire. Je les renvoie à Condorcet, éventuellement. Bon, et nous ne sommes pas là pour apprendre à trier les déchets, nous sommes là pour leur apprendre à lire, à écrire, à calculer, à penser, à connaître un certain nombre de repères, à connaître un certain nombre de raisonnements. Nous ne sommes pas là en quoi que ce soit pour faire leur éducation. Ce que cela stipule, c'est la faillite et la démission des parents qui, après, reviennent en classe nous donner des leçons sur ce que nous avons à faire en termes d'éducation, alors qu'eux-mêmes sont infichus d'élever sérieusement leurs enfants. Alors, l'entrisme des parents dans l'éducation, ça peut se concevoir jusqu'à un certain point quand il s'agissait de domaines purement pédagogiques. Vous savez qu'actuellement, chaque année, des dizaines et des dizaines d'enseignants, de directeurs d'école, de proviseurs se font agresser, y compris physiquement, par des parents qui viennent leur expliquer ce qu'est la pédagogie d'après eux. Alors justement, Harold Bernat, l'entrisme des parents, aujourd'hui vous êtes en activité à Bordeaux, au lycée Montesquieu, est-ce que pensez-vous par rapport à ça et par rapport à la question de Lucie justement, les priorités et surtout effectivement la réaction des parents? Est-ce que votre expérience est la même ou pas? Oui, alors c'est une expérience qui est variable aussi en fonction des catégories socio-professionnelles, hein, parce qu'il y a des parents qu'on voit jamais, il y a des parents qui sont très investis, il y a des parents qui pensent faire mieux le travail que les professeurs. Bon, alors donc il y a toutes sortes de choses. Moi, ce que je constate, c'est que la gestion assez calamiteuse, et en particulier avec le numérique de l'épidémie, et le confinement a complètement pourri, c'est le moins qu'on puisse dire, la relation entre les parents et les professeurs.
Usage intrusif du numérique qui n'est absolument pas pensé, des logiciels d'ailleurs privés que les professeurs d'ailleurs avec une naïveté confondante installent sur leurs applications. Ils sont tout contents d'avoir ces applications, hein. Ils ont l'impression qu'ils jouent à Candy Crush alors qu'en fait ils sont avec des parents qui peuvent très bien leur porter tort d'ailleurs même dans l'exercice de leur travail. Donc tout ça est très invasif, des mails à n'en plus finir, et là aussi une destruction du commun et du collectif. On ne peut pas penser une république s'il n'y a pas à un moment une prise en considération du commun. Moi, j'ai plus des classes véritablement, j'ai des petits groupes atomisés, c'est les fameux parcours individualisés de Blanquer, c'est le modèle néolibéral où chacun vient gratter sa petite aide, son devoir bonus, son soutien en plus, etc. Ils ne se vivent plus comme une classe. Et les parents, génération aussi très individualiste, ne vivent plus l'élève dans une classe. Moi, je suis obligé de leur dire en début d'année, vous êtes dans une classe et les interventions que vous faites, elles doivent avoir un sens collectif. Oui, voilà, ma petite affaire privée, ma petite note bonus, mon petit stage machin, mon truc de poney qui fait que le samedi matin je peux pas venir en devoir, alors que ça compte en plus pour Parcoursup, etc. avec des lettres bidons, hein, des faux certificats, etc. Donc cette individualisation-là, c'est une destruction du commun. Mais j'insiste. Et moi, je ne cible pas les élèves ou les parents. Enfin, en tout cas, oui, on peut pointer ce problème-là. J'insiste, une responsabilité politique. C'est-à-dire que les politiques néolibérales, depuis des années, à gauche et à droite, ont organisé la destruction du commun en dénudant les professeurs et en les mettant dans une situation, en fait, d'être quasiment des libéraux dans une institution, d'ailleurs complètement à la fois bureaucratisée et liberticide sur d'autres aspects. Donc il faut absolument régler ce problème-là et il faut mettre un mur, pour moi, entre d'un côté l'école et les parents. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des communications possibles, mais on rencontre les parents dans un cadre sérieux. Voilà, on revient à des choses sérieuses et on arrête de n'importe quoi. Et on ne fait pas de la pseudo-psychanalyse permanente et quotidienne, effectivement, là-dessus. Moi, j'ai des PAI, des plans donc pour les élèves d'accompagnement. Ça se généralise, c'est incroyable. Hein, chaque parent croit que son enfant a tel problème ou telle difficulté, etc. Et il faut individualiser. Mais à force d'individualiser, on détruit tout. Il n'y a plus de commun, il n'y a plus rien. En fait. On va continuer d'en parler avec vous, Augustin. Merci Lucie pour votre témoignage. Nous sommes maintenant avec Françoise qui nous appelle d'Alès. Bonjour Françoise. Oui, bonjour. Bonjour André, bonjour à vos invités. Bonjour, voilà, disons que je suis la visiteuse du mercredi, pourquoi je voulais vous dire que vos émissions sont passionnantes et je vous en remercie, mais surtout là depuis lundi, c'est un vrai régal. Merci. Voilà. Alors moi je suis entre guillemets une vieille parce que j'ai eu mon bac, il va y avoir 37 ans. Oui. Et je suis dans ce que vous disiez tout à l'heure, j'avais des profs qui étaient dans l'entre-deux, c'est-à-dire pas trop, comment dire, tais-toi, c'était pas ça du tout, on pouvait s'exprimer, mais qui ont su me donner l'amour de cultiver mon jardin, comme écrivait Voltaire dans Candide. Et c'est un vrai plaisir, quoi. Je cultive mon jardin au niveau des bouquins, au niveau des films que je regarde, parce que je suis plutôt littéraire et voilà, j'ai fait une terminale littéraire. Donc je remercie mes profs pour ça. Et aujourd'hui, j'interviens dans une université populaire à Alès. J'anime un atelier d'écriture avec une amie. Et je voulais vous dire, donc, vous avez reçu Michel Onfray en début de semaine, que les universités populaires, c'est un excellent moyen de cultiver son jardin, justement, d'apprendre des choses. Et j'invite vos auditeurs à les fréquenter s'il y a une ville, s'ils habitent dans une ville où il y en a une. Et moi, je voudrais vous demander à vos deux invités, si, pour eux, dans notre période actuelle, où, comme vous le disiez, André, c'est la foire du trône, le grand déballage, la faillite du savoir, quelle est la place en général de l'intellectuel et du philosophe dans la société actuelle, parce qu'on n'est plus dans la société où Socrate mettait ses contemporains face à leurs contradictions. Donc je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, quelle est la place du philosophe ou du penseur. On va en parler tout de suite, justement, Jean-Paul Briguelli. Alors voilà,
Françoise qui a suivi des études littéraires, elle parle de cultiver son jardin. Voilà, on écoutait et on apprenait aussi on apprenait à cultiver son jardin. Alors aujourd'hui, quelle est la place effectivement, parce qu'un professeur c'est un intellectuel c'est un professeur quelque part aussi. Est-ce que cette place existe encore ou c'est de plus en plus battu en brèche, Jean-Paul? Alors, il y a une question de dénomination. Votre auditrice a passé le bac il y a 37 ans. Alors, elle dit le bac, mais c'est comme un nom de famille, bac. C'est-à-dire que le bac d'il y a 37 ans n'a rien à voir avec son arrière-arrière petit-enfant qui est le bac d'aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. L'intellectuel, c'est une notion qui a été inventée à l'époque de l'affaire Dreyfus Zola. Pour désigner, péjorativement d'ailleurs, Zola et ses amis. Bien. Ça a été repris d'une façon très, très virulente à l'époque de Sartre et Beauvoir. Vous avez un très, très beau bouquin qui s'appelle « Le siècle des intellectuels ». Je dénie absolument à 90% de mes collègues de s'appeler intellectuels parce que ce qui les caractérise, c'est l'obéissance. Voilà, je le dis très froidement, c'est l'obéissance, le conformisme, le souci de la prochaine mutation, le souci de l'heure sup, le souci de l'emploi du temps. Ce n'est certainement pas d'amener chaque élève au plus haut de ses capacités. Ça n'a rien à voir avec le rôle d'un intellectuel qui serait au moins, qui remettrait en cause tout ce que on le charge d'enseigner. Des intellectuels, je ne sais pas s'il en reste, hein, parce que moi, BHL, si vous voulez, c'est pas un intellectuel, hein, qu'on le présente encore maintenant comme un intellectuel. Perdons pas notre temps avec lui ni avec d'autres d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que il y a certainement des intellectuels et effectivement, Michel Onfray en est un et de premier plan, mais il y en a très très peu. Il y a actuellement une chape de conformisme et de moraline, comme il dit lui-même si bien, qui s'est étendue sur toute la France, et particulièrement sur l'éducation nationale. Alors, Harold Bernat, est-ce que vous considérez que vous êtes je ne crois pas d'ailleurs, vous n'êtes pas un professeur obéissant et qui pense qu'à sa mutation. Est-ce qu'il y en a quand même beaucoup comme ça? Est-ce qu'on est dans une période, d'ailleurs, ça concerne aussi les intellectuels, dans une période un peu de soumission généralisée, ou en tout cas d'adaptation et d'opportunisme généralisé? Ça vaut pour les intellectuels comme pour les profs d'ailleurs. Pour moi, le premier constat que j'ai fait en rentrant dans une salle des profs en 1999, c'est que j'étais pas à l'endroit où je pensais arriver. Voilà. Ouais. Je pensais qu'on aurait des discussions beaucoup plus intellectuelles, entre guillemets. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. En effet, ça a été exposé rapidement. Je suis assez gramscien là-dessus. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait une fonction d'intellectuel. On aurait beaucoup à apprendre et on a beaucoup à apprendre de gens qui sont au travail et qui ont quelque chose à dire sur leur métier, sur leur travail, sur l'inscription sociale. Et c'est pas manuel. C'est de la pensée. Donc c'est bien intellectuel. J'ai été déçu. J'ai été déçu en effet par mon milieu professionnel. Alors, je dirais pas déçu totalement, parce qu'il y a énormément de choses. Il y a des gens d'une très, très grande valeur. Bien sûr. Il faut voir la misère qu'il y a. Pas généraliser, ouais. Voilà, dans certaines boîtes privées qui nous font la morale du haut de leurs 5, 6, 7 000 euros, ils sont creux comme des souches, attention. Donc, moi, je veux pas taper sur les profs. Par contre, c'est vrai, oui. Mais alors, il faut voir aussi une chose. C'est qu'on n'a pas du tout été mis dans des bonnes situations. Et ça aussi, c'est des décisions politiques. Vous savez, quand vous êtes inspecté par un inspecteur et qui vous dit, oui, monsieur Bernat, mais bon, vous écrivez des choses à côté, mais au fond, est-ce que ça ne vous empêche pas de préparer vos cours, etc. Comme si être au travail de ma discipline, réfléchir à côté, prendre beaucoup de temps pour faire ça, c'était pas un approfondissement de mon travail. Et évidemment, ça se voit aussi dans les cours, parce que le désir d'enseigner, il se nourrit au quotidien. Mais là, le savoir devient suspect. Mais qui suspecte le savoir? C'est l'inspection, c'est l'administration. Je vais juste vous prendre un point. Vous savez, et ça, je voulais en parler, parce que pour moi, c'est tellement catastrophique cette année. Cette histoire, c'est juste incroyable. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Cyril Delay. Cyril Delay, c'est un ami de Blanquer. Cyril Delay, il est convoqué dans les rectorats pour faire passer des formations aux professeurs. La formation dure 1 heure. Monsieur Cyril Delay prend 1 200 € de l'heure.
je vais répéter cette somme. Hein. Ah bon? 1200 € de l'heure. Attendez, il est chargé par qui? Par l'Éducation nationale? Il est chargé par l'Éducation nationale. Ah, il oui. est chargé par l'Éducation nationale. C'est un ami proche de M. Blanquer et de M. Mathieu, Oui. de faire des formations dans les rectorats. Je vous parle d'une formation qui a eu lieu au rectorat de Dijon. J'ai des sources internes, hein, donc tout ça est sourcé, hein, évidemment. Oui. 1200 €. M. Delay, d'ailleurs, demandait 800 €. Et en fait, Pour une heure. Pour une heure. Une heure, vous entendez bien, une heure de formation au grand oral. Monsieur Cyril Delay est présenté dans EduSchool comme, je le cite, chargé de mission pour préciser d'ici fin mai les modalités du grand oral. C'est quelqu'un qui est professeur d'art oratoire, c'est un communicant. Et l'administration, et là je vous parle du ministère, hein, je ne parle pas de l'inspection régionale, je vous parle du ministère, avec l'aval des rectorats, paye des gens de boîtes privées en fait, pour faire des formations. 1200 € une heure. Quand moi, je fais une formation à l'INSPE, je suis payé 50 € pour faire une heure de cours. Parce que c'est ça le forfait. Et ces gens vous disent en fait que tout, et je le cite, tout ce qu'il est possible d'enseigner depuis la maternelle jusqu'à la terminale. Nous sommes aujourd'hui détruits de l'intérieur par des communicants formés dans des formats Sciences Po, école de commerce, qui ont pris le pouvoir dans les universités et qui se gavent. Monsieur Bercoff. Intéressant, Harold Bernat, mais vous venez de dénoncer, enfin vous venez de révéler. Pardon, vous venez de révéler, j'enlève le mot dénoncer, vous venez de révéler les McKinsey de l'éducation nationale, c'est très intéressant. Exactement, le rapport à 500 000 € qui a été diligenté, mais ces gens nous détruisent, mais ils nous détruisent de l'intérieur, il faut bien comprendre ça. Et là, évidemment, le grand public, et c'est pour ça que c'est très bien d'en parler, le grand public ne connaît pas tout ça. Nous sommes mis en minorité, c'est-à-dire le savoir, ce que dit aussi Jean-Claude d'ailleurs, il a raison, le savoir est mis en minorité par des dispositifs aujourd'hui de piratisation, hein, de parasitisme, de cabinets qui sont en train tout simplement de nous désosser, mais parce qu'ils ne veulent pas de professeurs comme nous. Oui, bien sûr. Ils n'ont pas envie de ça. Vous vous rendez compte, ils ne veulent pas de l'association entre le savoir et un représentant de l'État. Je suis représentant de l'État aussi devant mes classes. Bien sûr. Et oui. Et donc ils préfèrent des vacataires corvéables à merci que des professeurs titulaires capables à l'intérieur de l'institution de défendre le bien public. D'où le job dating, et alors qu'il faudrait revaloriser et mieux effectivement traiter les professeurs dans tous les sens du terme. Je parle des vrais professeurs. On se retrouve juste après une petite pause. À tout de suite. Et il nous reste quelques minutes et vos appels au 826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et à Perpignan, David qui nous appelle. Bonjour David. Oui, bonjour David. Messieurs, bonjour. Alors, bon, j'ai écouté un petit peu. Alors, moi, je suis complètement l'opposé de l'auditrice qui vous a contacté tout à l'heure. Oui. J'ai 37 ans. Je suis issu de la SECPA, donc une section qu'il y avait à l'époque dans l'éducation nationale lorsqu'on était en difficulté scolaire. Oui. Et je dirige des entreprises depuis 10 ans. Donc, j'ai dirigé jusqu'à 60 salariés. J'étais jeune directeur de supermarché et de concession automobile. Moi, là où je suis stupéfait à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des jeunes, je suis pour l'apprentissage. Je suis pour aider les jeunes. Je m'investis à fond pour essayer de sortir des jeunes de la difficulté. Mais là où je suis stupéfait, c'est qu'aujourd'hui, je fais des entretiens d'embauche. Là, maintenant, je suis dans des métiers manuels. Je ne trouve pas de main-d'œuvre manuelle. C'est-à-dire qu'on a complètement discrédité le monde de l'artisanat. Voilà, aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai une société qui fait de la couverture. Je ne trouve pas une personne depuis 3 semaines pour venir nettoyer des toitures et refaire des toitures. J'ai des jeunes qui viennent avec leurs parents faire des entretiens d'embauche. C'est-à-dire que je fais... Alors moi, je suis un peu quelqu'un de terre à terre, donc je vire les parents. Hein. Je leur dis que je suis pas là pour embaucher les parents, je suis là pour embaucher les jeunes. Bien sûr. Mais aujourd'hui, j'ai sollicité l'apprentissage quand j'étais dirigeant d'un Intermarché. J'avais des mamans qui venaient. Bonjour, je voudrais un entretien pour l'apprentissage de mon fils. On a des enfants quand ils viennent voir leur employeur, des jeunes de 20 ans qui viennent voir leur employeur, qui ne savent pas quoi dire. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fait, dans le système scolaire, on leur dit qu'il faut faire passer le bac, avoir des études, avoir des diplômes pour pouvoir gagner sa vie. Aujourd'hui, on a des jeunes sur le marché du travail, concrètement, qui ne savent pas rédiger un CV, qui arrivent à faire 3 fautes sur un mot. Parfois qui vous envoient des CV en langage texto, SMS, qui ne savent pas ce que c'est d'avoir le respect du patron.
Aujourd'hui, ils partent du principe où, quand ils vont dans le monde de l'entreprise, ils sont comme à l'école. C'est-à-dire qu'ils veulent arrêter le vendredi, ils arrêtent le vendredi, ils viennent plus bosser le lundi. Ils font pas une lettre de démission avec leur mois de préavis. Est-ce qu'on a encore des cours d'éducation civique au sein de l'éducation nationale? Vraie question, vraie question. C'est vrai, ça nous ramène à tout un pan, évidemment, dont on parle pas, que ce soit Jean-Paul Briguely et Harold Bernat. Là, je voudrais, d'abord, c'est vrai, et on le sait, ça c'est pas nouveau, dévalorisation totale des métiers manuels, des métiers, effectivement, l'apprentissage, évidemment. Si tu ne deviens pas l'intellectuel ou un sociologue ou tout ça, t'as raté ta vie, mais avant 50 ans, bien sûr. Si tu n'apprends pas je dirais, à te servir de tes mains, des instruments pratiques, est-ce qu'il n'y a pas eu ça aussi, quand même, dans la faillite du mammouth? Je veux dire qu'on a négligé, méprisé, dévalorisé complètement, et ça c'est pas nouveau, hein. Ça c'est pas depuis, c'est même avant 89, tout ce côté. Et aujourd'hui, effectivement, vous avez énormément de gens qui vous disent, écoutez, voilà, ils vous parlent CV égale SMS, égale, etc. Et voilà, on vient avec ses parents parce que c'est une garderie et on est encore à l'école. Jean-Paul Briguely, il y a quand même tout ça, hein, dans le fond de l'état de la situation française. Je pense que pour faire de bons consommateurs, il faut infantiliser les populations le plus possible. Plus ils seront longtemps enfants et plus ils seront aptes à consommer. Ça, c'est un point évident. Deuxièmement, il y a trop de mes collègues qui refusent, qui renoncent à apprendre, par exemple, les bases de la grammaire en disant, de toute façon, vu sa famille, il ira dans un lycée professionnel. Non, dans un lycée professionnel, c'est là qu'on devrait savoir, au moins aussi bien que pour les autres, à s'exprimer, à compter, etc. Un exemple parmi d'autres, lorsque Toyota est venu s'installer à Valenciennes, c'était à la fin des années 90. Oui. Ils sont venus en France, alors qu'ils avaient le choix avec l'Angleterre et l'Allemagne, parce que l'ouvrier français de l'époque avait un niveau intellectuel et culturel l'un des plus hauts d'Europe. Actuellement, il ne viendrait plus, parce qu'il se retrouverait face à des gens qui disent « Moi, je travaille 35 heures et pas 2 minutes de plus. Regardez les problèmes qu'il y a actuellement dans l'industrie de la restauration pour trouver des employés. » C'est-à-dire que c'est même plus une question, pour répondre à votre auditeur, c'est même plus une question d'éducation civique, c'est une question de civilisation. On a, d'une façon certaine, des gosses qui vont être transformés en tanguis, comme on dit, hein, pour très 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 longtemps. J'ai très peur du moment où ces enfants-là seront aux commandes. Voilà, très peur. Harold Bernat, à la question effectivement de notre interlocuteur sur le fait que, moi ça me frappe quand il dit évidemment ils viennent avec leurs parents, etc., comme s'ils étaient, comme s'ils avaient 8 ans et demi, quoi, qu'ils s'est passé le certificat d'études. Oui, alors déjà pour le bac général, moi je pense qu'on a, et ça c'est idéologique, hein, on a mis dans l'esprit des jeunes et des parents que s'ils n'avaient pas un bac général, c'était foutu, quoi. Ouais. Moi j'ai eu des élèves en terminale générale qui voulaient repartir en première pro, et j'ai un cas très précis il y a 2 ans d'ailleurs. Les parents ne voulaient pas. Les parents ne voulaient pas parce qu'il fallait faire le bac général, parce qu'il y a une espèce de pression comme ça sur le bac général. Ça, c'est tout à fait délirant. Mais c'est lié aussi au fait qu'on n'arrive plus à discriminer qui peut réellement faire des études supérieures, je dirais, dans une voie généraliste et avec un fort... Et qui va au professionnel. Voilà. Et ça revient sur la question de l'excellence. On peut réussir dans une excellence, et c'est justement à l'institution publique de donner à tous les moyens de réussir dans cette excellence. La deuxième chose, ce que disait Jean-Claude sur l'éducation, moi j'ai en effet des comportements qui sont des comportements, je dirais, qui sont pas adaptés à la vie en collectivité dans une institution. Ça c'est vrai. Et on en reparlera, messieurs, on en reparlera. Et en tout cas, merci vraiment parce que c'était très très important. On a eu énormément d'appels. Malheureusement, on n'a pas pu le temps de les prendre. Mais on refera des débats avec vous parce que ça me paraît fondamental. C'est vraiment l'avenir qui se joue. C'est un cliché, mais c'est un cliché ô combien vrai. Et je rappelle vos derniers ouvrages, La fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire aux éditions de l'Archipel pour Jean-Paul Briguely, et puis La défaite de la majorité aux éditions Atlantique déchaînées pour Harold Bernat. Et puis je rappelle aussi que Jacques Pessis reçoit Sylvie Germain ce soir à 21h, et dans un instant Brigitte Lahaye.